On se retrouve dans une situation où quelqu'un a été formé, mais il n'est pas capable de former les autres. Donc nous évitons tout ça dans ce que nous faisons. Il y a le savoir, il y a les compétences, mais est-ce que vous pouvez transmettre ces compétences? Vous qui avez appris, vous qui avez de l'expérience, en dehors de cette formation de base, est-ce que vous pouvez mieux transmettre ce qu'on vous a appris avec des erreurs d'approche ou avec des erreurs dans le contenu? Est-ce que vous pouvez le faire? Si vous pouvez le faire, c'est vrai, là, vous avez eu votre formation. Nous insistons un peu sur ce fait que, en principe, quand un étudiant réussit une unité d'enseignement, cette unité d'enseignement est devenue un enseignement que lui-même peut donner. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'a pas fait. Voilà. Président de l'association Paix Durable en Afrique, je le rappelle une fois encore, vous êtes un professeur titulaire. Dans l'attitude de l'apprenant, au moment de sa formation, vous avez sorti un mot, l'échec. Quand il trébuche et tombe, qu'est-ce qui est important pour un apprenant lorsque l'échec arrive? Comment doit-il se comporter pour que le chemin lui soit balisé et continue son travail d'apprendre? L'échec, c'est une occasion pour mieux apprendre. L'échec, c'est une occasion pour dire il y a des choses qui n'ont pas marché dans le processus de l'apprentissage. Peut-être que c'est l'apprenant qui n'a pas été attentif. Peut-être que celui-là qui forme a failli un peu quelque part. Et donc, il faut redéfinir la méthode. Il faut redéfinir les stratégies d'apprentissage pour mieux réussir. Pour réussir et donc dire que réussir ou échouer, pour nous, c'est des occasions où on apprend constamment. Lorsque un apprenant échoue, ce n'est pas la fin du monde. C'est là justement que nous sommes parfois étonnés qu'à des moments donnés, certains parents essayent de forcer la réussite de leurs enfants. C'est comme réussir était une fin du monde. En poussant le Rubicon à la fin, ça pose problème. Parce que l'enfant n'a pas assimilé ce qu'il fallait assimiler, il n'a pas développé les compétences qu'il fallait développer, mais parce que ses camarades passent en classe supérieure, on voudrait que lui aussi suive, sinon c'est la honte pour la famille. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que, à la longue, l'enfant ne pourra jamais se retrouver. L'enfant n'a pas encore assimilé 1 plus 1. Et après, on lui demande de faire 2 plus 2. Ça pose un problème. Donc, Conteur Mangna, vous nous donnez l'occasion de dire qu'un enfant qui n'a pas réussi, il ne faut pas forcer la réussite. Un enfant qui n'a pas réussi, il ne faut pas négocier la réussite. Vouloir effacer son passé parce que ça vous salit. S'il échoue, vous êtes en train de mettre fin à sa brillante réussite en lui refusant la possibilité de reprendre et de se refaire. Nous savons que, en tout cas dans notre contexte là, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui échouent. Prenons l'exemple du bac, qui échouent au bac 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand ils traversent le bac et qu'ils arrivent à l'université, toute cette expérience accumulée avec tout ce qui a été comme programme, comme enseignant, quand ils arrivent, parfois, il y a des chemins déjà tracés pour eux et ils réussissent brillamment. Mais quand ils réussissent brillamment, on va lui compter le nombre d'échecs, on ne va plus lui compter le nombre d'échecs. Mais quand on force un enfant à réussir, à passer là où il a échoué, lamentablement, permettez-moi le mot, en forçant, c'est qu'à la fin, il n'aura même pas le temps de bouger. Et à un moment donné, l'enfant va même douter de lui-même. L'enfant va commencer par insulter tout le monde. L'enfant va même commencer par maudire, entre griffes, Dieu, tout comme s'il était créé différemment. Voilà là où nous amenons les gens, et par rapport à la paix durable, ces enfants deviennent problème. Parce que quand ils vont voir les autres qui ont réussi, c'est comme ces gens-là qui ont été la cause de son échec dans la vie. Donc on forme l'homme pour la compétence, on forme l'homme aussi pour la vie. Oui, et président de la structure Paix durable en Afrique, lorsque les parents négocient la réussite de leurs apprenants, lorsque les parents non seulement négocient,
des gens ont tendance même de vouloir acheter la réussite de leur enfant. Est-ce du bien ou du mal qu'on fait à l'apprenant? Non, c'est clair, c'est du mal qu'on fait à l'apprenant. Parce qu'au fait, le parent veut se donner satisfaction au lieu de donner satisfaction à l'enfant et à son avenir. Au lieu de répondre aux exigences de l'avenir de l'enfant, donc on se donne satisfaction, on achète tout, etc. Et justement, si ça va jusqu'à acheter les diplômes, quand on achète les diplômes, est-ce qu'on achète les compétences? On n'achète pas les compétences. C'est ça qui fait que parfois, dans nos structures, nous avons des difficultés à travailler avec d'autres personnes parce qu'ils ne résistent pas, ils ne connaissent pas. Ils sont obligés et quand on les pousse un peu à aller, ils ne se laissent plus parce que le temps d'apprentissage est passé. Ils ne sont plus conscients. Mais maintenant, ils deviennent du poison pour l'administration, pour le pays, pour l'humanité. Parce que eux aussi, à leur tour, ils auront des adhérents en matière de comportement. Et donc, ayant adopté ce comportement, on risque d'avoir carrément, je vais parler d'une pépinière, des gens qui sont nuisibles, j'allais dire, qui ne sont pas des vrais acteurs du développement. Acheter un diplôme ou forcer la réussite ne couronne pas celui pour qui on a acheté. Parce qu'on le positionne socialement, c'est vrai, mais le devenir des autres avec qui il travaille, il a même de la frustration. Parce que quelqu'un qui est moins gradé ou moins diplômé que lui va venir réaliser un travail devant lui et il est frustré. Il est parfois obligé d'appeler un autre, un plus petit, de venir faire le travail. Et là, vous savez comment ça se fait. Viens faire ça, viens faire ça. Oh, c'est justement parce qu'il ne peut rien faire qu'il est obligé, il devient esclave de son subordonné. Son subordonné, si son subordonné n'est pas là, lui-même ne peut rien faire. Est-ce que c'est ça le développement? Et si le développement n'est pas ça, comment la paix peut être ça? Ce n'est pas possible. Le développement durable à la paix durable. Si on n'est pas capable de réaliser ses devoirs, si on n'est pas capable de réaliser ses tâches et qu'il faut toujours compter sur les autres pour réaliser, c'est qu'on s'est soustrait de la contribution que la société attendait de nous. Bon, et là, c'est un peu dommage. Bon, toujours pour le profit de la paix durable dans notre société africaine, qu'est-ce que vous avez à dire aux futurs parents ou bien aux parents, futurs candidats à forcer la réussite de leurs enfants ou à acheter même la réussite de leurs enfants? Quel mot vous avez à dire avant qu'on ne passe à autre chose? Oui, la paix durable, si nous voulons la paix durable pour nous-mêmes, si nous voulons la paix durable pour nos enfants, il y a toujours des actes qu'il faut poser. Pour les enfants, acheter le diplôme, c'est leur créer l'enfer devant. Parce qu'ils vont buter devant. Pendant que les parents ne sont plus là pour être des compagnons, ils vont buter au mur. Et à ce niveau, justement, ils vont chercher des victimes. Ils vont chercher à accuser d'autres. Ils vont chercher à accuser la société. Voilà le contexte dans lequel, si nous ne savons pas jouer nos rôles avec nos enfants, avec nos petits frères, nos petites sœurs, nous risquons de transformer ce monde-là en un monde de folie. C'est ça, justement. Donc, pour les parents ou les futurs parents, ce qui est important, il faut regarder ou considérer la formation comme une occasion ou la base de l'employabilité, la base d'une paix durable, parce que nous parlons de paix durable. S'il y a compétence, s'il y a développement de compétences, les compétences sont recherchées, c'est qu'il y a employabilité. L'employabilité, puisque les compétences répondent à des exigences, à des carrières, à des activités. Celui-là qui est bien formé, qui a des compétences, va rentrer aisément dans la réalisation de sa mission, de ses activités, ou dans un contexte donné, il répond bien, il produit, il impacte la société, il impacte les relations. Dans ce contexte, considérez la formation comme un passage obligé, le développement de compétences comme un passage obligé pour l'employabilité. L'employabilité n'est que le couronnement
d'une bonne formation, les compétences étant développées, l'employabilité n'est que l'accomplissement. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Et un constat nous montre que l'Afrique fait partie des continents où la transformation de ses propres produits souffre. L'Afrique produit, mais exporte ses produits pour que ceux-ci soient transformés. Par rapport à ce domaine pratique de transformation de nos produits locaux, est-ce qu'on peut dire que la formation a certaines tâches, la formation a certains points noirs qu'il faut corriger pour que tu sois là, soit au rendez-vous? Bien, merci Condor Mangana. Vous posez cette question-là à un président de l'association Paix Durable en Afrique. C'est pourquoi je vous réponds. Merci beaucoup. La transformation, toutes les activités doivent être axées sur les besoins. Les formations doivent aussi tenir compte des besoins. Il faut arrimer les compétences développées ou à développer avec le marché du travail, avec les besoins de l'environnement, c'est-à-dire autour de nous, ou que ce soit dans notre pays, dans les pays environnants, en Afrique ou dans le monde. Mais une formation qui ne tient compte que de l'extérieur est une formation qui appauvrit le pays. Une formation qui ne considère que l'employabilité au plan international appauvrit le pays. Il faut d'abord commencer chez soi, développer les compétences pour répondre aux besoins de la population avant de projeter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais on ne peut pas être dans l'incapacité de faire des choses pour le pays et avoir les yeux seulement braqués sur l'extérieur. C'est comme Condor Mangana, lutter à avoir une nationalité autre que la nôtre, tout simplement parce que peut-être ça miroite bien là-bas. Si c'est le cas, ça pose un grand problème. Je suis ici, c'est chez moi. Si je dois développer, si je dois contribuer au développement, c'est d'abord le développement de mon pays. C'est là la citoyenneté, se sentir citoyen, c'est-à-dire se donner pour mission de contribuer au développement de son pays, à la stabilité de son pays, à la sécurité de son pays, au meilleur vivre ensemble des habitants, des co-citoyens. C'est tout ça là. Et ça, on n'a pas besoin d'être à la tête de l'État pour le faire. On n'a pas besoin d'être au milieu pour le faire. On n'a pas besoin d'être à la base, au plus bas niveau pour le faire. Sur toute la chaîne, nous avons des responsabilités. Donc, aucune responsabilité n'est imputable à l'autre sans que ça ne commence par soi. Je vais dire que nous sommes citoyens, nous avons des rôles à jouer. Si moi je ne peux rien faire, si j'ai les moyens, je mets les moyens pour qu'il y ait développement. Et en développant, sauver les autres parce qu'ils n'ont pas d'emploi alors qu'ils ont des compétences. Ou du moins, former des gens et donner la possibilité à ces gens-là de créer de l'emploi. En créant de l'emploi, ils créent de l'emploi pour soi, d'accord, mais en même puisqu'ils emploient les autres bénéficieront de ce qu'ils font. Je pense que le développement, les formations, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut former et en même temps créer des conditions pour que la formation puisse avoir son impact sur la société, son impact sur l'humain, son impact autour. C'est d'ailleurs ça qui fait que l'histoire que l'on écrit à travers la vie, les actes de la vie, les faits de la vie restent. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus vivants, mais ils ont laissé des choses derrière et les gens vivent de ça. C'est ainsi que les noms ne sont jamais oubliés. Les autres vont garder pour soi, je ne sais pas à quel niveau est-ce qu'ils vont garder, mais à la fin, qui verra quoi? Comment quelqu'un peut t'aimer lorsque ta vie ne l'impacte pas? Comment quelqu'un peut t'aimer quand tu caches le trop-plein que tu as et que tu le vois souffrir? Et puisque tu le vois souffrir, tu t'enorgueillis.
Parce que tu te dis que lui, il est pauvre. Il est pauvre et toi, tu es bien. Notre humanité, avec l'école de Francfort, dit qu'on doit être responsable. C'est-à-dire se dire au nom de l'humanité qu'on a le devoir de prendre en charge l'autre. Prendre en charge l'autre signifie soit qu'il faut former la personne qui n'a pas encore de compétences pour que cette personne puisse répondre au marché du travail, soit que de lui donner la possibilité de démarrer un emploi ou bien de créer une entreprise. Et je suis très fier par rapport à ce que je vois, puisque de plus en plus on voit les jeunes qui s'engagent et qui créent de l'emploi, etc. Mais il faut aussi que les conditions leur soient favorables pour que le peu de choses qu'ils trouvent ne disparaissent pas. Et ça, nous ne faisons que demander ces plaidoyers auprès de ceux-là qui ont la possibilité d'aider ces jeunes-là, de manière à ce que le peu qu'ils ont là ne disparaisse pas et qu'ils se retrouvent maintenant dans le chômage. Oui, merci professeur pour ces explications très claires. Mais une autre question, formation, employabilité et développement. Oui. Quelle relation peut-il avoir entre les trois termes, formation, employabilité, développement? Oui, c'est une chaîne, une suite. Il faut être formé, bien formé, pour répondre aux conditions de l'employabilité. Répondre aux besoins de l'employabilité pour que, à travers tout ce que l'on fait comme travail, les tâches, les différentes tâches, qu'il y ait croissance. Et croissance, c'est un autre mot de développement. C'est-à-dire, si nous prenons notre temps et si nous mettons les moyens pour que la formation soit de qualité, nous développons des compétences chez des gens qui sont capables, une fois qu'ils sont employés, d'accélérer le processus de développement, de rendre le développement réel et non idéologique ou idéal. Les faits sont là. Le passage obligé pour le développement, pour la croissance, pour la paix durable, c'est la formation. Une bonne formation. Et quand on parle de bonne formation aujourd'hui, l'université va parler d'enseigner autrement. C'est-à-dire, quand on dit enseigner autrement, dans le contexte universitaire, ce n'est pas remplacer le tableau noir par le tableau blanc. Mais c'est de planifier, de faire en sorte que l'apprenant soit conscient de ce qu'il doit apprendre et pourquoi il doit apprendre ce qu'il doit apprendre, qu'est-ce qu'il peut devenir en apprenant ce qu'il apprend et qu'il aime ce qu'il veut devenir et en aimant ce qu'il veut devenir, tirer son pays vers le haut, tirer sa société vers le haut, tirer son université vers le haut. Voilà le contexte dans lequel il est important d'insister sur la formation. La formation, il n'y a pas de prix pour la formation. Mais généralement, on se rend compte qu'à des niveaux donnés, parfois on se dit que mais là, ça ne produit pas. Il n'y a pas une monnaie trébuchante, l'argent n'est pas au rendez-vous, on ne tourne. Mais c'est un problème. Et nous tous, nous le savons. Je suis ici, c'est que quelqu'un m'a formé. Ce n'est pas parce que je change de secteur que je vais oublier que ce que j'ai appris, c'est ça qui me permet de changer de secteur et d'oublier le rôle de cet enseignant-là, oublier le rôle de celui-là qui a fait de moi ce que je suis devenu. Maintenant, je parle peut-être gros français, mais il a fallu un petit français. Qu'on m'apprenne un petit français, qu'on m'apprenne à écrire I-O-A, avant que je ne sache écrire toute une phrase.